Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le vendredi 29 mai 2026 et notre cher ami, l'ambassadeur Chas Freeman, est avec nous aujourd'hui. Ravi de vous revoir, monsieur l'ambassadeur. Ravi d'être de retour avec vous, Nima Al-Korshid. Nous avons vraiment de la chance d'avoir l'ambassadeur Chas Freeman avec nous pour présenter son compte Substack. Monsieur l'ambassadeur, vous venez tout juste de le lancer, n'est-ce pas? Ça fait quoi? 2 semaines environ. Oui, quelque chose comme ça. Je ne suis pas vraiment sûr de comment je me suis retrouvé sur Substack. J'en ai rien fait au début, mais j'ai décidé d'y publier quelques textes, des documents que j'ai préparés au fil des années sur différents sujets, et apparemment ça attire pas mal de lecteurs. J'ai reçu des commentaires très sympathiques, j'en suis content, et merci d'avoir mentionné ça. Oui, je viens de le mettre dans la section des commentaires. Vous pouvez voir le lien là, vous y avez accès. Vous pouvez aussi vous abonner au Substack de l'ambassadeur Chas Freeman. Alors, monsieur l'ambassadeur, je voudrais commencer par ce qui se passe entre le Hezbollah et Israël. Hier, je regardais un des commandants israéliens. Il disait que les drones FPV utilisés par Israël posaient au départ un problème technique. Mais maintenant, c'est en train de devenir un problème stratégique, parce qu'il touche beaucoup de systèmes de défense aérienne, de communication, et même les regroupements de soldats israéliens, que ce soit dans les camions ou à l'extérieur. Donc en gros, c'est en train de se transformer en un nouveau type de problème. Et il ajoutait qu'ils avaient encore trouvé aucune solution à ça. On essaie de trouver une solution à ça, mais c'est compliqué. Ces drones FPV, ils ont tenté d'utiliser une sorte de protection des filets pour les bloquer, mais ça n'a pas marché. C'est vraiment difficile pour eux de les contrôler. Et vous, comment vous comprenez la situation? Parce que si Israël veut agir dans le sud du Liban, il faut qu'il quitte le territoire libanais. Ils ne peuvent pas y rester indéfiniment. Ils ont défini une ligne jaune dans le sud, et ils la franchissent. Ils essayent de tout détruire. Smotrich a dit, pour chaque drone, on fera tomber 10 immeubles au Liban. Voilà la réalité. À quel point la situation est-elle désespérée pour Israël, selon vous? Eh bien, je pense que d'abord, sur la question de la guerre par drone, c'est encore un autre exemple qui montre à quel point la guerre entre la Russie et l'Ukraine a profondément changé la nature des conflits, surtout avec cette technologie des drones. Bien sûr, les Ukrainiens et les Russes ne sont pas d'accord sur qui a inventé quoi, mais au fond, ça n'a pas d'importance. Entre les deux, ils ont mis au point une méthode redoutable pour immobiliser les troupes et les véhicules sur le champ de bataille, où tout devient visible, tout est transparent. Et apparemment, les drones du Hezbollah sont guidés par fibre optique. Ils ne dépendent pas de signaux sans fil, donc on ne peut pratiquement pas les brouiller ni les détourner. Et il semble qu'ils infligent de lourdes pertes aux troupes israéliennes, aux véhicules, aux chars, au transport de troupes blindées, et ainsi de suite. Et c'est un rappel que le Hezbollah, contrairement au Hamas, qui est en gros une force de guérilla légèrement armée, a développé de véritables capacités militaires. Ces combattants sont aguerris par leur expérience en Syrie et il a déjà réussi à repousser les Israéliens lors de plusieurs de leurs invasions du Liban. Cela dit, il est très clair que cette invasion, qui vise à prendre tout ce qui se trouve au sud du fleuve Litani, a pour but d'annexer le Liban. En pratique, et de transformer le sud du pays en une sorte de nouvelle Gaza. Et pendant qu'on parle, Netanyahou vient de donner une directive, apparemment encore une de plus, qui viole l'accord de cessez-le-feu soi-disant en vigueur à propos de Gaza.
Au départ, je crois qu'il était prévu que 53% de Gaza soit sous contrôle israélien. Puis, de manière informelle, c'est passé à 60%. Et maintenant, il a donné la directive d'étendre ce contrôle à 70%. Pendant ce temps, son ministre de la Défense, Israël Katz, déclare que les Gazaouis vont, je cite, « quitter Gaza volontairement, partir », et que Gaza sera nettoyé ethniquement et réinstallé par des Israéliens. Et la même chose est envisagée dans le sud du Liban. Bien sûr, l'expression « départ volontaire » ou « transfert volontaire » ou encore « émigration volontaire », c'est comme dire que les Juifs qui montaient dans les wagons à bestiaux dans l'Allemagne nazie quittaient volontairement le pays pour aller où? À Auschwitz, dans un camp de la mort. C'est orwellien. Une langue qui dépasse l'entendement. This is Orwellian language beyond belief. And the fact is that whereas Et le fait est que, même si ce genre d'obscurcissement a peut-être autrefois réussi à tromper les peuples du monde, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Plus personne ne croit ce que dit Israël, parce qu'il viole de façon évidente tous les accords qu'il conclut ou qu'il est censé avoir conclus. On ne sait jamais très bien à quoi Israël a réellement souscrit ou pas. Et la situation au Liban, eh bien en gros, Israël essaie de créer des conditions semblables à celles de la Nakba ou de Gaza. Aucune structure à laquelle les personnes rendues sans abri puissent revenir. Plus d'1 million de Libanais sont déplacés à cause de tout cela. Le Hezbollah tient bon, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse encore parler de victoire stratégique avec l'usage des drones. C'est une victoire tactique, bien sûr. Cela complique énormément la situation pour les Israéliens. Dans une situation où Israël lui-même est en assez mauvaise posture, avec une économie qui se dégrade, une armée apparemment de plus en plus réticente à servir, et une émigration en hausse, on ne sait pas combien d'Israéliens parviennent à partir, les divisions internes s'aggravent notamment entre les ultra-orthodoxes et les autres Israéliens. Et bien sûr, Israël a pratiquement perdu tout soutien dans le monde, à part celui de ses agents rémunérés au Congrès américain. Pendant que nous parlons, le Congrès des États-Unis étudie une législation visant en substance à fusionner les armées américaines et israéliennes, à supprimer les barrières entre elles et à rendre tout cela commun. Et cela à un moment où l'opinion publique américaine souhaite clairement de moins en moins de coopération avec Israël et de moins en moins de soutien à Israël. C'est une mesure à quel point l'élite politique américaine, en grande partie à cause de sa récupération par Israël, s'est éloignée du public américain. Le public américain ne fait plus confiance à cette élite politique, en grande partie à cause de cette manipulation par Israël, qui, selon moi, devient de moins en moins efficace. On voit aujourd'hui des membres du Congrès, du Sénat des États-Unis, par exemple le sénateur Chris Van Hollen du Maryland, s'exprimer dans le New York Times de manière très ferme, en disant que cette relation avec Israël n'est pas bénéfique pour les États-Unis, qu'elle leur cause du tort et qu'il faut y mettre fin. Donc je pense qu'il se passe beaucoup de choses au-delà de ce qui se déroule sur les champs de bataille du sud du Liban. Mais là non plus, les choses ne se passent pas bien pour Israël. Ils ne sont pas contents non plus à propos de la Syrie. Je ne sais pas ce qu'ils veulent de la Syrie. Quel est le problème au juste? Est-ce qu'ils veulent annexer la partie sud du pays? Oui, les hauteurs du Golan. Et maintenant, ils vont encore plus loin. Et personne ne semble comprendre ça. Et regardez Israël aujourd'hui. La population, c'était quoi? Environ 8 millions de personnes avant tout ce chaos actuel. Peut-être un peu moins. Parmi les Israéliens, plus de 20%, environ 21% de la population israélienne, sont des Arabes palestiniens. Donc la situation est vraiment critique en Israël.
Et pourtant, ils veulent occuper, ils veulent annexer d'autres territoires. Eh bien, ils partagent les ambitions des sionistes religieux pour un grand Israël qui s'étendrait du fleuve Euphrate jusqu'au Nil, et cette idée ne disparaît pas. Il est très clair qu'ils ont l'intention d'annexer d'autres portions de territoire dans le sud de la Syrie. Ils ont essayé de trouver différentes justifications pour expliquer pourquoi ce serait légitime, en mettant notamment en avant la protection des Druzes. Mais il ne semble pas que les Druzes souhaitent vraiment être protégés de cette manière par Harry Squall. Et donc aujourd'hui, on voit des gens comme Jonathan Pollard, l'espion israélien condamné, qui a passé 30 ans dans une prison américaine. Il a ensuite été accueilli en héros en Israël, il est devenu citoyen israélien, et maintenant il se présente à la Knesset, le Parlement israélien. Il parle de la Syrie en disant qu'il faut empêcher la présence turque d'approcher des frontières d'Israël. Ça, c'est un premier problème. L'autre, bien sûr, c'est qu'Israël continue de bombarder la Syrie. Et ça crée des ennemis, pas des amis, ni des alliés. Quant à la politique turque, elle n'est pas très claire, mais elle s'oppose clairement à toute annexion par Israël d'une partie de la Syrie, au-delà du plateau du Golan. Pollard va même jusqu'à évoquer une nouvelle attaque contre l'Égypte. Pollard even mentions attacking Egypt again. Je pense qu'il exprime en fait une opinion très répandue dans les milieux israéliens, selon laquelle Israël ne peut pas tolérer que quiconque ait la capacité de lui nuire. Et donc il exige une sécurité absolue et la soumission de tous ses voisins. Où en est-on aujourd'hui? Je me souviens, il y a très longtemps, quand les Israéliens étendaient leurs colonies sur les terres qu'ils avaient prises illégalement aux Arabes, d'un dessinateur qui avait fait une caricature montrant des colons israéliens s'installant au Népal. Voyez, où ça s'arrête-t-il? Il n'y a pas de frontière pour Israël. Dans son esprit, il continue de s'étendre. Et en réalité, je pense que la tolérance du reste du monde face à cela s'amenuise de plus en plus. Voici ce que Jonathan Pollard a déclaré dans son interview d'hier. Nous ne pensons pas de façon géostratégique. Oubliez Jolani, oubliez Donald Trump. Ce qui m'inquiète avant tout, c'est le sort de nos frères druzes de l'autre côté de la frontière. Mais ensuite, si Jolani et ses islamistes prennent réellement le contrôle de cette zone, nous aurons les Turcs juste à notre frontière. Et ça finira par arriver. Oui, ça finira par arriver, et je ne suis pas certain que nous aurons autant de facilité avec les Turcs qu'avec les Iraniens. Je suis de près la doctrine militaire turque, et la tempête approche au Moyen-Orient. La tempête arrive, oui, bien sûr. Et ils sont membres de l'OTAN. Et pire encore, ils sont membres de l'OTAN. Donc je considère l'Iran comme un problème qu'on doit absolument régler. Et je vais expliquer ce que je veux dire par là. Gaza, c'est pareil. Et le Hezbollah aussi. Pourquoi? Pourquoi je suis focalisé là-dessus maintenant? Parce qu'il faut qu'on soit prêt pour la prochaine guerre, qui sera probablement contre la Turquie et l'Égypte. J'espère que non, moi aussi, mais vous savez, l'espoir. Vous vous souvenez, c'était le dernier démon sorti de la boîte de Pandore, et ce n'est pas un hasard. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et il représente la majorité de l'opinion israélienne. Vous savez, il se présente au Parlement, à la Knesset, c'est une position de campagne qu'il adopte, il exprime les peurs, les ambitions des Israéliens ordinaires. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une société en Israël qui est devenue totalement sociopathe. Elle n'a aucune empathie pour qui que ce soit en dehors de ses propres électeurs. Elle est paranoïaque. Ou elle est convaincue que tout le monde veut tuer les Juifs. It is paranoid. It believes everyone is out to kill Jews,
And you know, I think I call the Israelis so-called Jews because J'appelle les Israéliens des soi-disant juifs parce qu'ils ne ressemblent en rien aux personnes éthiques que je connais, qui sont juives aux États-Unis, en Europe de l'Ouest ou même en Iran. Ces gens-là sont vraiment décents, ils défendent une pensée humaine et ne sont pas paranoïaques. Et pourtant, vous venez d'entendre cette idée selon laquelle tout le monde serait contre les Israéliens, que tout le monde devrait être subordonné à Israël, que tout le monde devrait être tenu sous contrôle. Et d'ailleurs, il commence en disant que, d'abord et avant tout, il se préoccupe de ses frères druzes. Franchement, c'est ridicule. Vous pensez vraiment qu'il se soucie d'autre chose que d'exploiter le rejet et la distance des druzes vis-à-vis du gouvernement d'Assad ou d'Al-Jolani à Damas? Absolument pas. C'est cynique, c'est trompeur, c'est manipulateur, mais c'est la ligne qu'il suit. Alors, la Turquie va être en Syrie, à la frontière. Il faut combattre les Turcs, et ils seraient terribles parce qu'ils font partie de l'OTAN. Eh bien, ça ne ressemble pas à quelque chose avec lequel quelqu'un en Occident devrait se sentir très à l'aise. Le point qu'il a soulevé à propos de l'Iran, c'est qu'on n'aura pas la vie aussi facile que la dernière fois avec l'Iran. Ah oui. Franchement, je ne comprends pas trop ce raisonnement. Parce que sans les États-Unis, quelles sont vraiment les capacités d'Israël pour affronter d'autres pays? Bien sûr, c'est un point fondamental. Israël a bénéficié, si je peux employer ce mot, du soutien inconditionnel des États-Unis. Ce soutien envers Israël et tout ce qu'Israël entreprend a créé un risque moral, et Israël est tombé en plein dedans. Le pays agit de façon qui, s'il était plus lucide, plus rationnel et soucieux de ses intérêts à long terme, ne se produirait pas. Il se met en danger, parce qu'il part du principe que les États-Unis seront toujours là pour le sauver des conséquences de ses propres actes. Et c'est clairement cette idée qui sous-tend les déclarations de M. Pollard. M. Pollard est l'un des espions les plus néfastes de toute l'histoire des États-Unis. Il a remis presque des camions entiers de documents très sensibles aux Israéliens, dont certains ont ensuite été revendus à l'Union soviétique. Il n'a donc absolument aucune légitimité en tant que patriote d'aucun pays. Et maintenant, il se fait passer pour un patriote israélien en faisant exactement ce que le gouvernement et l'establishment israélien attendent de lui. Minimiser les dégâts qu'Israël a subis, à la fois sur le plan stratégique et sur le plan matériel, dans sa guerre contre l'Iran. Cette guerre avec l'Iran a causé d'énormes dommages à Israël. En général, je me concentre sur les dégâts qu'elle a causés à mon propre pays, qui sont déjà considérables. Mais il faut bien dire qu'Israël est en première ligne. Il a subi d'importants dégâts matériels à cause des missiles et des drones iraniens. Il a pratiquement perdu le soutien de tous les pays arabes du Golfe, à l'exception des Émirats arabes unis. Et j'ai l'impression que les Émirats vacillent en ce moment, qu'ils essayent de ménager les deux camps sur cette question. Il a perdu sa capacité à dissuader une attaque iranienne, même avec l'appui des États-Unis. Je pense qu'il a aussi perdu le soutien américain sur le long terme. Quelle que soit l'action de l'administration Trump, elle ne restera pas au pouvoir indéfiniment. Et le peuple américain veut clairement mettre fin à ce soutien inconditionnel à Israël. Je pense que la plupart des Américains veulent qu'Israël continue d'exister. Mais à mesure qu'ils découvrent ce qu'Israël fait, ce qu'il représente, ce qu'il prévoit, leur soutien à la survie d'Israël diminue. Et beaucoup diraient aujourd'hui qu'Israël a perdu le droit d'exister, vu la manière dont il s'est comporté. Il a commis un génocide, il continue d'en commettre un. Il prévoit un nettoyage ethnique, non seulement à Gaza et au Liban, mais aussi en Cisjordanie. Il cherche à s'étendre au-delà. Quand Jonathan Pollard parle des Turcs aux frontières d'Israël, mais où sont ces frontières au juste?
Personne ne peut le dire. Where are Israel's borders? No one can tell you. And so this is entirely as great a mess as C'est exactement le chaos que ceux qui s'opposaient à la création ou à la reconnaissance de l'État d'Israël en 1948 avaient prédit. Je veux dire, on le sait bien, George C. Marshall, un grand homme, qui était à la fois secrétaire d'État et chef des forces armées américaines, avait conseillé à Truman de ne pas faire ce qu'il a fait. Il disait, et d'autres figures importantes comme Dean Axon partageaient son avis, que la création de l'État d'Israël empoisonnerait le Moyen-Orient, que cela provoquerait de l'instabilité, des troubles et des souffrances pour tout le monde. Mais Truman, pour des raisons politiques internes aux États-Unis, a quand même décidé d'y aller. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est, au sens grec du terme, une véritable tragédie. We are seeing what is clearly a tragedy in the Greek sense. That is, the outcome has been obvious from the beginning, and it's tragic. Autrement dit, le résultat était évident dès le départ, et c'est tragique. Israël marche vers sa perte, sans être freiné par les conseils de ceux qui voient venir l'avenir. Tous ceux qui, au fil des années, ont averti Israël qu'il préparait sa propre chute, ont été aussitôt traités d'antisémites, au lieu d'être reconnus comme des gens soucieux non seulement d'Israël, mais aussi de la relation que leur propre pays entretient avec lui. Du coup, Israël a perdu de plus en plus d'amis et de soutien, au lieu d'en gagner. Et c'est presque inévitable. Comme dans une tragédie grecque, il y a un chœur qui avertit les Israéliens de la direction qu'ils prennent, mais ils restent sourds à ces avertissements. Je pense qu'avec le temps, au Moyen-Orient, vu le comportement du gouvernement israélien qui attaque tous les pays autour de lui et qui essaye d'annexer la Syrie et le Liban, je suis certain que quand il parle de combattre l'Égypte, il parle en réalité de certaines terres égyptiennes qu'ils veulent annexer à Israël. Of course. Let's remember Bien sûr. Rappelons qu'Israël n'a pas seulement précipité la déclaration d'indépendance, qui a coïncidé avec le retrait du régime colonial britannique en Palestine. En réalité, un mois avant ce retrait, ils avaient déjà commencé leurs attaques et leurs campagnes de terreur contre les Arabes palestiniens, dans le but de s'emparer du territoire et de chasser la population de Palestine. C'est ce qui a provoqué la Nakba. On sait qu'il y a eu au moins 70 massacres de civils pendant cette soi-disant guerre d'indépendance. En 1956, Israël s'est entendu avec les Britanniques et les Français pour attaquer l'Égypte lors de la guerre de Suez. À ce moment-là, les États-Unis, sous Dwight Eisenhower, ont adopté une position de principe, et les Israéliens, les Britanniques et les Français ont été contraints d'abandonner leur tentative de contrôler le Picus et de prendre le Sinaï. En 1967, Israël a lancé une attaque surprise contre l'Égypte et la Syrie. Et en 1973, c'est lui qui a été pris par surprise. Mais il a envahi l'Égypte en réponse au franchissement du canal de Suez par les Égyptiens, et il a pris des territoires à la Syrie. Au milieu de tout ça, Israël n'a pas hésité à tuer des étrangers, y compris des Américains. Il y a ce cas du USS Liberty, des avions israéliens, sans marque. D'ailleurs, pour faire croire qu'ils appartenaient à une force inconnue, ont attaqué le navire et tué de nombreux membres d'équipage. Ils ont même mitraillé ceux qui se trouvaient dans les canaux de sauvetage. Et il y a eu un étouffement de l'affaire, orchestré par Lyndon Johnson et d'autres responsables américains, uniquement pour des raisons politiques. Donc ce n'est pas une histoire qui laisse penser que ce qu'Israël fait aujourd'hui soit inhabituel. C'est simplement la continuité. La seule différence, c'est que maintenant les gens le voient. Ils ne sont pas aveugles à tout ça. Ils l'entendent. Ils écoutent. Ils écoutent ce que disent les Israéliens. Les Israéliens sont très francs dans leurs propos, sur leurs intentions et sur leur vision de l'avenir.
Par exemple, Ben Gvir reprend les mots de Jonathan Pollard. D'ailleurs, Pollard serait apparemment un grand soutien de Ben Gvir. Et Ben Gvir illustre le sadisme d'Israël envers toute personne qui n'est ni israélienne ni juive. Vous savez, il y a de l'apartheid à l'intérieur même d'Israël, entre les 20% d'Israéliens d'origine arabe, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, et les Israéliens juifs. Au-delà des frontières d'avant 1967, en Cisjordanie occupée et à Gaza, on a vu de tout. Du génocide, des massacres, des pogroms et des persécutions menées avec l'aide de l'armée contre des Arabes non juifs. Bien sûr, n'oublions pas que beaucoup d'Arabes étaient juifs, sont juifs, que les Juifs arabes, les Mizrahim, représentent une part importante de la société israélienne et qu'eux aussi subissent la discrimination des colons d'origine européenne. Ce n'est donc pas un tableau reluisant, et il a été masqué par une propagande très habile, par la censure exercée par la presse dominée par les sionistes aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Mais ces barrières, qui empêchaient les gens ordinaires en dehors d'Israël de percevoir la réalité, sont en train de tomber. De plus en plus de personnes voient maintenant ce qu'est devenu Israël, un État terroriste qui gouverne par la terreur, qui ne respecte ni l'État de droit, ni la vie humaine, ni la dignité des autres êtres humains, et qui continue d'agir d'une manière qu'on ne peut qualifier que de malfaisante. Benjamin Netanyahou a déclaré hier qu'il fallait mener à bien la mission en Iran d'une manière qui constitue une solution finale. Et je parle avec Donald Trump presque tous les jours à ce sujet. Mais quelle est cette solution finale quand il s'agit d'Israël? Qu'attendent-ils vraiment du conflit avec l'Iran? Et que peuvent encore faire les États-Unis pour Benjamin Netanyahou? Eh bien, je pense que d'abord, l'expression « solution finale » vient directement du vocabulaire nazi et qu'elle désignait l'extermination des Juifs d'Europe. Alors, qu'est-ce qu'il propose? L'extermination des musulmans, des chrétiens en Asie de l'Ouest. Qu'est-ce que cette solution finale veut dire? Je crois qu'Henry Kissinger a un jour été cité disant que la sécurité absolue pour un pays équivaut à l'insécurité absolue pour tous les autres. Et je pense que c'est exactement ce qu'Israël propose. Une sécurité absolue pour lui-même et pour les autres, la subordination, la soumission ou l'extermination. Que peuvent faire les États-Unis de plus que ce qu'ils ont déjà fait? Absolument rien. Le mieux que les États-Unis pourraient faire, ce serait de couper l'approvisionnement d'Israël en armes, de mettre fin à sa conquête du Liban, de mettre fin à son génocide à Gaza, pour arrêter le financement et de cesser des pogroms en Cisjordanie. En d'autres termes, il faut mettre fin à ce risque moral dans lequel Israël s'est engagé. Et ce n'est pas du tout ce que Benjamin Netanyahou a en tête, même s'il comprend très bien que le message est clair concernant le soutien américain à Israël. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il suggère, de temps en temps, qu'Israël devrait se détacher de sa dépendance envers les États-Unis, sur le plan logistique comme sur le plan politique. Mais c'est une illusion, parce que lui, comme d'autres Israéliens, ont créé une situation où aucun autre pays au monde ne viendra soutenir Israël si les États-Unis cessent de le faire. Alors, que peuvent faire les États-Unis vis-à-vis de l'Iran? Rien qui soit compatible avec la vision de Netanyahou d'une solution finale. En réalité, comme je l'ai déjà dit, l'administration Trump a placé les États-Unis et Israël dans une position où chaque mouvement de l'un ou de l'autre conduit à un échec, sans aucune réussite possible. Et maintenant, on a à nouveau l'administration Trump qui, à mon avis, ment sur les progrès des discussions avec l'Iran. Ils mettent dans la bouche des Iraniens des propos que, franchement, aucun Iranien ne tiendrait sur le détroit d'Ormuz, sur la politique régionale, sur la guerre au Liban, sur la question nucléaire,
dans la mesure où c'est encore un sujet. Donc on a une sorte de protocole d'accord en cours de négociation. Et c'est tout. Juste un cadre pour des négociations. Évidemment, c'est très vague. Et évidemment, rien n'est encore convenu, malgré les affirmations selon lesquelles un accord serait imminent. On a déjà entendu ça, et à chaque fois, le résultat est le même. Le prix du pétrole baisse. Vous voulez parier que personne n'a profité de cette chute avec des ventes à découvert? Moi, je parie que si. Ils l'ont fait à chaque fois. Des milliards de dollars ont été gagnés grâce à la manipulation du marché boursier par l'administration Trump. On ne sait pas exactement qui a profité de tout ça. Mais je pense qu'avec le temps, on finira par le découvrir. Et on le saura certainement si, comme prévu, le contrôle du Congrès échappe des mains de la secte républicaine de Donald Trump lors des élections de mi-mandat et que le Congrès retrouve enfin son rôle constitutionnel de contrôle de l'exécutif. En enquêtant sur les crimes de guerre et les violations du droit américain et de la Constitution. On saura alors qui a empoché tout cet argent. À vrai dire, je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'enquêter très loin. Si on se pose la question du cui bono, autrement dit, à qui profite le crime, la réponse est assez évidente. J'aimerais vraiment voir cette guerre se terminer parce qu'elle a causé d'énormes dégâts à tout le monde, à l'Iran, à Israël, aux États-Unis, aux pays arabes du Golfe. Personne n'en a tiré le moindre bénéfice. Les États-Unis ont perdu la guerre, l'Iran, lui, ne l'a pas gagnée, mais il a survécu, et sa position dans les négociations s'est considérablement renforcée. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je ne crois pas à ces discours sur une victoire imminente à la table des négociations. Je suis convaincu que le Pakistan et le Qatar, qui jouent le rôle d'intermédiaire et de médiateur, font de leur mieux pour obtenir un véritable cessez-le-feu et pas ce faux cessez-le-feu actuellement en vigueur, régulièrement violé par les États-Unis, ce à quoi l'Iran répond ensuite par des représailles du même ordre. Tout le monde s'en porterait mieux si tout cela prenait fin, y compris les économies du monde, qui souffrent gravement de la perte de la libre navigation dans le détroit d'Ormuz. Je voudrais juste faire un dernier commentaire justement à propos du détroit d'Ormuz. Il est très clair que l'Iran a redéfini le système de péage. L'Iran parle maintenant de frais administratifs, de frais de navigation, de frais de service, et non plus de péage arbitraire. C'est donc une certaine souplesse de la part de l'Iran. Mais cela ne veut pas dire que l'Iran va renoncer à son contrôle sur le détroit d'Ormuz, ni qu'il va cesser de coopérer avec Oman. Et je ne pense pas qu'Oman va rester un ami des États-Unis dans une situation où Donald Trump dit qu'il va le faire exploser, quoi que ça veuille dire, si le pays coopère avec l'Iran. L'Iran contrôle un côté du détroit d'Ormuz, Oman l'autre, et c'est aussi le cas des Émirats arabes unis. Les Émirats vont bien devoir, tôt ou tard, faire face à cette réalité. Mais parler de faire exploser votre ancien médiateur diplomatique Oman, votre ami Oman, ce pays neutre, celui qui a joué un rôle historique pour apaiser les tensions dans la région, le menacer de destruction simplement parce qu'il ne veut pas se rallier à une position belliqueuse, c'est se condamner soi-même. Et c'est extrêmement préjudiciable à la réputation des États-Unis, pas du tout à celle d'Oman. Parce qu'on n'a rien entendu de la part du gouvernement omanais. Et pourtant, ils ont essayé chaque année. Souvenez-vous, avant la deuxième phase de la guerre, le ministre omanais des Affaires étrangères est allé aux États-Unis, à Washington, pour discuter. Il était très optimiste quant au résultat. Il disait « Nous sommes sur la bonne voie pour parvenir à un accord. » Et ensuite, revenir et les attaquer de cette manière, c'était vraiment incroyable à voir.
The Omanis have a well-deserved reputation. Les Omanais ont une réputation bien méritée de réalisme dans leur politique étrangère, de neutralité dans les conflits des autres et d'un vrai talent diplomatique pour apaiser les différends. Le ministre des Affaires étrangères, Boussaïdi, est un excellent diplomate. Il a été humilié par Donald Trump quand les négociations menées sous son égide ont été utilisées pour dissimuler des attaques surprises contre l'Iran. Je pense donc que les États-Unis ont perdu un atout diplomatique très important à cause des attaques intempestives du président Donald Trump contre Oman. Monsieur l'ambassadeur, voici ce que Donald Trump a déclaré à propos de la situation entre l'Iran et les États-Unis. Qu'il franchirait la ligne pour que vous repartiez à l'offensive, militairement. Eh bien, un accord qui n'allait pas être bon pour nous, c'est la limite au fond. Parce que, vous savez, je laisse les choses se dérouler et on va voir. C'est ce que je fais. Je négocie. Eux aussi négocient. Ce sont de très bons négociateurs, très rusés. Mais au final, c'est nous qui avons toutes les cartes parce que nous les avons vaincus sur le plan militaire. This is, of course, the major problem. C'est bien sûr le problème majeur. L'Iran sait qu'il a vaincu les États-Unis sur le plan militaire parce que les États-Unis n'ont atteint aucun des objectifs pour lesquels ils ont eu recours à la force. Et on ne peut mesurer le succès d'une politique de guerre qu'en regardant si elle produit les résultats attendus. Aucun de ces résultats n'a été obtenu par les États-Unis. En revanche, l'Iran a pris le contrôle du détroit d'Ormuz. Il semble aussi avoir réduit les divisions internes au sein de sa direction. Aujourd'hui, les dirigeants paraissent unis, solides et déterminés à défendre une position commune. Cette histoire selon laquelle l'Iran serait divisé, tout ça, c'est, vous savez, un vœu pieux de la part des États-Unis, probablement alimenté par les services de renseignement israéliens qui cherchent toujours à diviser leurs adversaires. L'idée de remettre Ahmadinejad au pouvoir, franchement, c'est enfantin. Et je dirais que quand on regarde la manière dont l'administration Trump a agi, eh bien, le livre The Art of the Deal devrait plutôt s'appeler The Art of the Shakedown, parce que visiblement, Donald Trump ne sait pas conclure un accord. Il ne sait que menacer, faire pression et imposer ses conditions à l'autre partie. Or, dans ce cas précis, les États-Unis ne sont pas en position d'imposer quoi que ce soit à l'Iran. Et au final, on en est arrivé à une sorte de bras de fer, où en réalité, l'Iran comme les États-Unis sont tous les deux en train de couler. Et qui peut retenir son souffle le plus longtemps. C'est à ça qu'on en est arrivé. Vous savez, c'est pas une question d'avoir toutes les cartes en main. Il y a je ne sais pas si vous le suivez, mais il y a un humoriste américain très malin qui s'appelle Borowitz. Il écrit de fausses histoires sur l'actualité, et c'est souvent très drôle. Dans l'une d'elles, il disait que Zelensky avait proposé de fournir des cartes à Donald Trump, puisque Donald Trump n'en avait plus. Tout le monde voit bien ce genre de choses. Donc prétendre qu'on a toutes les cartes, ça ne convainc absolument personne. L'Iran est très réaliste, les pays du Golfe aussi, et les Israéliens également. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a maintenant beaucoup de tensions entre Trump et Netanyahou et qu'ils se disputent. Netanyahou a répondu à la dernière tentative de Donald Trump pour un mémorandum d'accord en y ajoutant 2 conditions impossibles. Premièrement, la liberté de poursuivre la guerre au Liban. Deuxièmement, l'ouverture complète du détroit d'Ormuz, sans aucun frais. Et bien sûr, l'exportation de tout l'uranium enrichi d'Iran. Ce sont des propositions empoisonnées faites pour s'assurer qu'aucun accord ne soit possible. Israël ne veut pas d'accord. Il veut que la guerre continue. Il le dit ouvertement. Vous venez d'entendre Jonathan Pollard le dire. Nous avons entendu Benjamin Netanyahou le dire aussi. Poursuivre la solution finale avec l'Iran.
Il ne précise pas ce que cela veut dire, mais cette expression devrait glacer le sang de quiconque l'entend. Pensez-vous que les pays du Golfe, parce qu'on voit bien comment la communication se fait entre l'Iran et le Qatar, par exemple, peut-être même avec l'Arabie saoudite, quelle est selon vous leur logique à mesure que le temps passe et qu'ils constatent que la poursuite du conflit nuit de plus en plus gravement à leur économie? Je ne vois pas très bien ce qu'ils peuvent faire d'autre, parce qu'ils sont dans une situation désespérée. Leur économie a été touchée par la guerre, notamment à cause du blocus du détroit d'Ormuz. Et ils ne produisent pas, ce ne sont pas des pays autosuffisants. Ils dépendent presque entièrement de ce qu'ils reçoivent de l'extérieur, à cause de leur modèle énergétique. Vous savez, ils vendent leur énergie, mais ils importent tout le reste. C'est pour ça que, selon moi, le problème s'aggrave surtout au Qatar, plus encore qu'en Arabie saoudite. L'Arabie saoudite est en fait le pays le moins touché de tous, parce qu'elle dispose d'une sortie pour son pétrole, d'une voie d'exportation par les ports de la mer Rouge. Pas un seul port, mais plusieurs, principalement celui de Yanbu. Elle peut donc continuer à exporter son pétrole, et bien sûr, le prix du pétrole est très élevé en ce moment. Elle ne souffre donc pas autant que les autres. Le Koweït, lui, est pratiquement complètement isolé. Le Qatar aussi. Bahreïn a été gravement endommagé sur le plan matériel à cause du quartier général de la 5e flotte qui a été bombardé à Manama, la capitale. Bahreïn et les Émirats arabes unis ont énormément souffert, physiquement, mais surtout, c'est leur modèle de développement économique qui a été frappé. Un modèle qui était exemplaire. Frontières ouvertes, commerce ouvert, régime d'investissement ouvert, et un cadre de vie très agréable pour les plus fortunés qui y avaient élu domicile. Parce qu'en fait, ils offraient la sécurité et la liberté de circulation à tout le monde. Ces deux choses ont été gravement compromises par la guerre. Et encore une fois, à long terme, les Émirats arabes unis n'ont pas d'autre choix que de trouver un moyen de faire la paix avec l'Iran. Mais vous me demandiez quelle est leur attitude. Je pense qu'ils ne sont pas idiots. Ce sont de bons négociateurs. Contrairement à Donald Trump, ils ne lancent pas des déclarations vantardes à tout bout de champ. Ce sont des réalistes. Ils ont une longue histoire. Enfin, leur modèle politique repose sur des modèles tribaux, dans lesquels le cheikh ou l'émir, dans le cas d'un État, le dirigeant, a deux responsabilités. La première, c'est d'assurer le bien-être des plus démunis, à travers la zakat, la charité, la redistribution des richesses. Et l'autre objectif, c'est de façonner, de construire ou de trouver un consensus sur la politique à mener. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, le consensus parmi les pays arabes du Golfe exclut totalement toute forme de normalisation des relations avec Israël. Les accords d'Abraham, en quelque sorte, vivent sur du temps emprunté. Et vous savez, les Émirats arabes unis, sur certains points, renforcent peut-être encore leur alliance avec Israël. Israël est venu en aide aux Émirats, alors que les États-Unis n'ont pas vraiment été efficaces pour les défendre. Mais c'est une situation temporaire, et elle ne peut pas durer. Donc, pour reprendre la métaphore du jeu de cartes, les Arabes du Golfe gardent leurs cartes bien serrées contre leur poitrine. Ils ne veulent pas qu'on les voie, mais ils savent très bien que, dans l'avenir, ils devront entretenir une relation de travail avec l'Iran. Ce ne sera pas, disons, une histoire d'amour. Ce ne sera peut-être même pas très amical. Mais ils ont besoin d'une relation de travail avec l'Iran. Et pour ça, ils doivent prendre leur distance avec les États-Unis et avec Israël. C'est ce qui finira par arriver dès que les conditions le permettront. En attendant, ils ont été très clairs. Ils ne veulent pas de cette guerre. Ils ne la voulaient pas. Ils se sentent exploités. Ils ont le sentiment d'avoir été utilisés en étant entraînés dans ce conflit.
À part les Émirats arabes unis, il semble qu'aucun d'entre eux n'ait agi de son propre chef contre l'Iran, même s'ils ont laissé les États-Unis mener des opérations depuis leur territoire. Et ils ont été punis pour ça. Ils ont retenu la leçon. Alors, que vont-ils faire maintenant? Ils vont attendre leur heure, en espérant que les discussions entre les Pakistanais, les Qataris, l'Iran et les États-Unis permettent d'apaiser un peu la confrontation militaire actuelle. Ce jeu de représailles sans fin. Ils espèrent aussi qu'un accord viable sera trouvé avec l'Iran pour le passage de leurs exportations par le détroit d'Ormuz. Et vous savez, certains d'entre eux finiront peut-être par demander à participer à la gestion du détroit d'Ormuz. Maintenant, est-ce que l'Iran acceptera ça? C'est une autre question. Mais en attendant, ils patientent. Ils espèrent qu'il se passera quelque chose. Ils ne sont pas aussi crédules que les traders du pétrole semblent l'être. Pourtant, à chaque fois que l'administration Trump fait fuiter toutes sortes de fausses informations sur des progrès supposés dans les discussions avec l'Iran, le prix du pétrole baisse aussitôt et la bourse grimpe. Je ne pense pas que les Arabes du Golfe croient à ces balivernes. On vit à une époque de l'intelligence artificielle, où tout le monde, tu sais, pose des questions du genre. Grok, réponds à cette question. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est faux? Et pour moi, l'IA, c'est simple. Elle fournit des données. Elle n'a pas de cerveau. C'est juste un outil, un moyen de te donner des informations. Et alors, qu'est-ce que... Enfin, ça peut faire un peu plus que ça, mais en gros, ça fonctionne comme ça. Logiquement, d'habitude, ce mot, le mot A est suivi du mot B, qui est suivi du mot C. Mais comment il sait ça? Il le sait en analysant la bêtise des êtres humains sur Internet et ailleurs, tout ce qui est numérisé en fait. Qu'est-ce qu'il sait? Il sait ce que l'espèce humaine dans son ensemble sait. Et l'espèce humaine est faillible. On fait des erreurs. Donc, ce qu'il peut faire, oui, c'est te donner des faits. Si tu lui demandes, par exemple, quelle est la date de publication de l'histoire d'Hérodote, il peut te répondre à peu près autant qu'on le sait nous-mêmes. Mais il ne peut pas te dire quelque chose que nous, on ne sait pas. Et si tu lui demandes, par contre, est-ce qu'Hérodote avait raison ou tort dans ses théories, il te dira ce qu'en pense la majorité. Ou peut-être qu'il te donnera à la fois l'avis majoritaire et l'avis minoritaire. Mais il ne peut pas porter un jugement par lui-même. Vous avez tout à fait raison. L'utilité, c'est formidable. Quand j'écris un discours et que je veux vérifier un fait, je trouve ça très pratique. Si je veux avoir un avis, un jugement, je peux y jeter un œil peut-être, mais je garde toujours mon propre jugement. C'est à moi de le formuler, pas à lui. Et je ne vois aucune raison de croire que la recherche d'une super-intelligence ou d'une intelligence générale, comme on dit, va réellement aboutir. Pour moi, c'est un peu comme la quête du Saint Graal, la coupe dans laquelle Jésus aurait bu son dernier verre de vin lors de la scène. Est-ce qu'elle existe? On n'en sait rien. Les gens la cherchent depuis toujours. Peut-être que c'est comme l'imam caché. Qui sait où il se trouve ou quand il réapparaîtra? Ce sont des théories, des hypothèses, pas des faits. On ne peut pas s'y fier. Et je présente mes excuses à ceux qui s'attendent à voir l'imam caché apparaître tout de suite à Minas Gerais, au Brésil. La raison pour laquelle j'ai mentionné ça, monsieur l'ambassadeur, c'est que chaque fois qu'on parle d'Israël, du Moyen-Orient, des Palestiniens, des musulmans, des Juifs, il y a un énorme problème de compréhension des différences. Parce que quand on parle de l'islam, on pense tout de suite à Daesh, à Al-Qaïda, à l'État islamique, comme si c'était ça l'islam. Quand il s'agit du judaïsme et du peuple juif, on associe ce qu'Israël fait au fait d'être juif. C'est une sorte de déformation de la réalité.
Et quand on parle du christianisme, on évoque les soi-disant sionistes chrétiens. Vous voyez, ce n'est pas la réalité de ce qui se passe, ni pour le judaïsme, ni pour l'islam, ni pour le christianisme. L'analogie que vous faites est juste. Daesh, l'État islamique, c'est pour l'islam ce que le sionisme est pour le judaïsme. Le sionisme, c'est une hérésie, c'est une idolâtrie, c'est une déviation, une perversion du judaïsme. Tenez, je vais vous raconter une histoire. Après avoir pris ma retraite du gouvernement, je ne voulais plus rien avoir à faire avec ce qu'on appelle le Moyen-Orient. Mais George McGovern, qui dirigeait alors le Middle East Policy Council, ainsi que Frank Carlucci et quelques autres, m'ont convaincu d'en prendre la tête. J'ai accepté pratiquement bénévolement parce que je pensais que les Américains manquaient d'informations et qu'ils avaient besoin d'avoir accès à des faits sur l'islam, sur l'Asie de l'Ouest et sur tout ce qui s'y rapporte. Alors, dans le cadre de l'effort pour affiner le message du Middle East Policy Council, on a organisé un programme, une sorte de séance de réflexion, si vous voulez, avec des personnalités de la télévision très connues et très instruites. L'idée, c'était comment simplifier notre message pour qu'il parle mieux à notre public. On a donc passé toute une journée en séminaire avec deux personnes très célèbres. L'une proche du président Carter, l'autre un journaliste bien connu. Et à un moment, j'ai dit, vous savez, l'islam se considère comme l'aboutissement du judaïsme et du christianisme, comme le conseil direct de Dieu aux êtres humains, à qui il avait déjà envoyé des messages à travers des prophètes juifs, et Jésus, que les musulmans considèrent comme le plus grand des prophètes juifs. Et les destinataires de ces messages les ont ignorés ou oubliés ou n'ont pas suivi les instructions. Finalement, il a dit, c'est Dieu. Dieu a fini par dire, note cela, apprends-le par cœur. Je te parle directement, Muhammad. Écris-le. Et là, un des participants s'est tourné vers moi et m'a dit, vous voulez dire que l'islam est lié au christianisme et au judaïsme? Voilà le niveau d'ignorance auquel on est confronté. La tradition islamique s'appuie sur les traditions judéo-chrétiennes. Elle en fait partie. Une chose intéressante quand on apprend l'arabe, comme je l'ai fait, c'est que, contrairement à une langue comme le chinois ou le tamoul, que j'ai aussi étudié à différents moments, on y retrouve les mêmes figures de style, les mêmes paraboles, les mêmes histoires. En fait, le Saint-Coran contient le récit le plus beau de la naissance virginale de Jésus, à partir de Marie et de l'ange Jibril, ou Gabriel, qu'on puisse trouver. C'est bien plus clair que tout ce qu'on lit dans les textes chrétiens. Donc je pense qu'on a affaire ici à un public extrêmement ignorant. Ces gens s'imaginent simplement que l'islam n'a aucun lien avec nos traditions éthiques. Mais non, c'est pas vrai. L'islam est tout à fait cohérent avec ces traditions. Il reflète aussi, bien sûr, la vie du 7e siècle, qui était différente de celle du 21e. Et il me semble qu'on voit poindre une sorte de renaissance islamique. Mais je ne vivrai pas assez longtemps pour savoir si j'ai raison ou tort à ce sujet. Avant de conclure, Monsieur l'ambassadeur, l'autre conflit, c'est bien sûr celui en Ukraine. On en parlait juste avant d'aborder cette diapositive, et c'est un point essentiel, surtout avec la guerre au Moyen-Orient. D'une certaine façon, on se laisse distraire de la situation en Ukraine. On sait que les Ukrainiens utilisent des drones pour attaquer des civils en Russie, et que la Russie a dû réagir car la pression était forte. Vous savez, la société russe, la communauté, exerce une pression sur le président russe. Il doit répondre à cela. Il a et d'autres types de missiles pour riposter. Et il ne semble pas qu'on soit prêt d'avoir une solution en Ukraine à cause de l'utilisation des drones.
Ce n'est pas une bataille, ce n'est pas un affrontement sur un champ de guerre entre deux armées, deux corps de soldats. Tout tourne autour des drones, comme vous l'avez mentionné dans le cas du Hezbollah. Ils peuvent utiliser ces drones pour attaquer des civils. Ils l'ont fait. C'est pour ça que la Russie a réagi. Et aujourd'hui, quelle est la priorité des États-Unis? Il semble que Donald Trump n'ait pas cette priorité de mettre fin à la guerre. Il voulait y mettre un terme en 24 heures, mais ça ne s'est pas produit. Non. Je pense que ce qu'on voit, c'est que la guerre en Ukraine a deux dimensions. La première, c'est une guerre entre l'Ukraine et la Russie, essentiellement inspirée par le nationalisme ukrainien et par la volonté des nationalistes ukrainiens d'assimiler de force les russophones et de mettre fin à l'influence russe en Ukraine. Il y a eu un coup d'État, une interdiction d'utiliser la langue russe à des fins officielles et dans l'éducation, et ainsi de suite. Ça, c'est la première dimension. La seconde, c'est une guerre par procuration entre différentes composantes de l'Occident et la Russie. Les États-Unis, en gros, se sont retirés de cette guerre par procuration pour deux raisons. D'abord, on en a eu assez. Ça n'allait nulle part. Donald Trump ne voulait pas la poursuivre. Alors on a en quelque sorte passé le relais aux Européens. Et aujourd'hui, ce sont les Européens qui mènent cette guerre par procuration. Les Britanniques en particulier, et les États-Unis, à travers leurs services de renseignement, restent impliqués. Ce sont eux qui aident l'Ukraine à cibler des objectifs très loin à l'intérieur du territoire russe. On a donc franchi un cap avec des attaques directes dans des régions reculées de la Russie. C'est une première escalade. Une autre, c'est par exemple cette école de garçons à Lugansk qui a été touchée, faisant, je ne sais pas, une vingtaine de morts parmi les élèves. Et ça, évidemment, provoque une profonde colère en Russie. Les Russes considèrent cela, à tort ou à raison, comme un acte de terrorisme qui appelle une réponse terrible. Sur le terrain, les combats se sont enlisés, surtout à cause de la guerre des drones. Les troupes ne peuvent plus avancer sans être repérées et attaquées. Du coup, chaque camp tire de plus en plus loin vers l'arrière des positions adverses. L'attaque contre Kiev et l'avertissement du ministre des Affaires étrangères Lavrov demandant aux diplomates étrangers de quitter la ville sont très inquiétants, parce qu'ils constituent une réponse de la Russie à l'aide occidentale, que ce soit par le renseignement pour le ciblage ou par la fourniture d'armes à l'Ukraine pour mener des attaques à l'intérieur du territoire russe. Des attaques contre Moscou, contre d'autres sites, des raffineries de pétrole et d'autres installations. La Russie est en train de contre-escalader. L'utilisation du missile Iskander a été un signal non seulement à l'Ukraine, mais à tout le monde. Cela pourrait monter jusqu'au niveau nucléaire. Au fond, la protection de la Russie face à l'Europe, c'est le nucléaire. Et quand on voit les Russes cartographier les usines en Allemagne, au Royaume-Uni et ailleurs, celles qui produisent des armes pour l'Ukraine, ils envoient un message clair. Cela pourrait se transformer en une guerre totale, une guerre entre Européens, entre membres européens de l'OTAN et la Russie. Les États-Unis seraient obligés d'intervenir dans cette guerre au nom des Européens. On ne sait pas vraiment à quel point Donald Trump prend cet avertissement au sérieux. Nous sommes donc à la veille d'une nouvelle escalade. C'est d'ailleurs le schéma de cette guerre depuis le début. Un camp monte d'un cran, l'autre répond en montant à son tour. Les Russes sont maintenant dans une phase de contre-escalade. J'ajouterai simplement que Vladimir Poutine a déclaré à plusieurs reprises qu'il pense que la guerre approche de sa phase finale. Je crois que, par là, il veut dire qu'il y aura une offensive totale pour prendre cette petite partie de l'oblast de Donetsk encore sous contrôle ukrainien et la placer sous contrôle russe. Donc une façon de mettre fin à la guerre serait, comme le demande la Russie, que l'Ukraine se retire volontairement de cette zone.
Environ les 100 de Donetsk du disposal. that it continues to occupy. Failing that, I think the Russians will mount a very costly À défaut, je pense que les Russes vont lancer une offensive très coûteuse, très sanglante, pour essayer de terminer la guerre en prenant ce territoire. Mais en attendant, ils vont semer le chaos au cœur de l'Ukraine, parce que l'Ukraine essaie de faire la même chose de son côté. C'est extrêmement dangereux. On devrait y prêter attention, mais on est distrait, comme vous l'avez dit, par la fermeture du détroit d'Ormuz, par les affrontements incessants entre les États-Unis et l'Iran, par l'invasion du Liban par Israël, par l'élargissement de la campagne d'extermination et de nettoyage ethnique à Gaza, et par les pogroms et le nettoyage ethnique en Cisjordanie. Bref, il y a énormément de choses sur la table, et on ne prête tout simplement pas l'attention nécessaire à la crise qui se profile en Europe. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un vrai plaisir. Eh bien, je suis content que tu fasses ce que tu fais, Nima. Continue comme ça.